Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. Spina bifida, ça vient du latin, donc c'est une ouverture donc prématurée de la colonne vertébrale et à l'origine donc d'une déhiscence, c'est une déhiscence de la colonne vertébrale à l'origine d'une hernie du sac dural avec ou sans éléments nerveux. Et cette pathologie, elle est assez précoce. On va voir un peu d'embryologie. Elle apparaît déjà à la 3e semaine de la vie intra-utérine. Pour dire que parfois c'est trop tard. Même quand on pose le diagnostic prénatal, le mal est déjà fait et c'est très difficile de rattraper les choses. Le mieux, c'est d'être averti et de ne pas être piégé pendant le premier mois après la conception. Donc la première description, c'est une pathologie qui est assez ancienne, mais elle est beaucoup plus ancienne que ça parce que les premiers cas de spina ont été détectés, ont été retrouvés dans les manuscrits des pharaons. Les pharaons avaient des spinas et paraît-il, Ramsès II, qui était le 13e pharaon, boitait parce qu'il avait donc un spina. Il avait un spina qui était à l'origine d'une boiterie de sa jambe. Donc sur le plan épidémiologique, vous voyez que c'est une pathologie qui existe dans le monde, à travers le monde. Par exemple, un cas sur 2000 naissances en Afrique, pareil aux États-Unis. Là, vous voyez ici sur le plan embryologique, donc le tube neural, entre le 22e, au début de la 4e semaine, et c'est à ce stade-là qu'on commence à voir cette malformation très précocement. Et on voit à ce niveau-là la malformation. Ça, c'est la colonne vertébrale qui se ferme de façon rostrocaudale, comme une fermeture éclair. Et à ce niveau-là, la colonne qui reste ouverte. Sur le plan éthiopathogénique, ça veut dire la cause, d'où vient ce spina. On ne sait pas exactement. Souvent, on dit que c'est des causes inconnues. On a parlé de certains facteurs génétiques. On parle de certains chromosomes, comme le chromosome 5. Mais on parle surtout des facteurs d'environnement qui sont à l'origine. Et en premier lieu, c'est le déficit en acide folique. Donc le mal est identifié, c'est le déficit en acide folique. Certains médicaments tératogènes, donc des médicaments qui ne sont pas permis chez la femme enceinte, surtout au premier trimestre, comme les antiépileptiques, la dépakine. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a une femme Maintenant, la dépakine, elle est complètement retirée pour les femmes en âge de procréation. Certains facteurs métaboliques, certains facteurs thermiques. On a remarqué que certaines femmes qui prennent beaucoup de bains, les bains chauds, les bains très chauds, et peuvent faire donc des malformations, entre autres le spina. Les expositions aux substances nocives, comme la prise d'alcool, les herbicides, les rayonnements. Bon, facteur géographique, parce qu'on disait à un certain moment que c'est une pathologie de la race blanche, mais c'est pas exactement vrai, parce que le premier bassin où on a découvert cette pathologie, c'était en Irlande, et d'autres facteurs qui ont été donc évoqués. Le diagnostic pourrait être fait très précocement en faisant donc une échographie à une femme enceinte, et on voit à l'échographie une malformation de la colonne vertébrale en faisant certains tests biologiques comme l'alpha-photoprotéine chez la femme enceinte, et là, l'alpha-photoprotéine, elle est encore plus sensible quand on fait donc l'analyse de liquide amniotique chez la femme enceinte, l'amniosynthèse. Et actuellement, on parle de dosage d'acétylcholinestérase chez la femme enceinte. Voici une IRM d'un bébé dans le ventre de sa maman. On voit ici donc la malformation, elle est là, et la moelle qui est étirée vers le bas. La problématique de parler de l'âge, donc de l'apparition en prénatal, il y a certaines équipes de par le monde qui opèrent les bébés précocement, ils retirent le bébé, ils l'opèrent, ils le remettent. Mais est-ce que c'est efficace ou pas? On n'a pas assez de recul. Certaines publications qui disent que le taux de réussite est le meilleur, mais ce n'est pas toujours évident. Donc, comment diagnostiquer? Il faut faire une enquête familiale. Est-ce qu'il y a des cas similaires dans la fratrie? L'examen clinique qui nous permet, c'est très facile. Au regard, on peut savoir si le bébé présente un spina ou pas, surtout le spina ouvert, le retentissement sur l'état général, sur les membres, la recherche des malformations associées. On dit une malformation appelle à une autre. Et on doit dresser un pronostic fonctionnel qu'on doit bien expliquer aux parents, parce qu'il n'y a pas de miracle. Quand la moelle elle est touchée,
quand elle est aberrante, on doit dire aux parents que la moelle elle est aberrante, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de miracle pour que le bébé remarche le plus normalement. Voici donc quelques radios, on voit la scoliose déjà, donc la lordose, et on voit ici l'ouverture de la colonne vertébrale. Voici donc une IRM médulaire. Et sur cette image, on voit l'hydrocéphalie, qui est une malformation associée. Donc, on disait une malformation appelle à une autre. Donc, quand on trouve un spina, il faut chercher d'autres malformations osseuses, rénales, les malformations osseuses comme donc, au niveau de la hanche, les luxations congénitales, la radiographie des pieds, on va voir les malformations des pieds, et la radiographie du crâne. On fait aussi une échographie rénale et vésicale parce que parfois on trouve des malformations rénales. On voit ici une dilatation pilocalicielle, des malformations laryngées et autres. Pour la classification, donc on a deux types, les malformations, les spinas ouverts et les spinas fermés. Donc ça c'est un myeloméningocèle ouvert, c'est le cas le plus compliqué, donc il y a issu des éléments nerveux. On voit ici, c'est un spina ouvert, et ça ce qu'on voit au centre, qu'on appelle une image en cocarde, c'est la moelle épinière qui sort de la colonne vertébrale et qui est plaquée contre la peau, et le bébé, dès qu'on le touche, il hurle de douleur. Là, c'est l'IRM où on voit cette grosse malformation, ouverture de la colonne vertébrale. Une autre malformation méningocèle intrathoracique, parfois c'est inaccessible même à la chirurgie. Cette malformation, elle peut se drainer dans le thorax. Complications générales, des complications endocriniennes, surcharge pondérale, allergie, retentissement psychique. Voilà. Le traitement, c'est la prévention. Nous insistons sur la prévention. Avant d'arriver à ce carnage, vaut mieux prévenir que guérir. Et la prévention, c'est pas le médecin, c'est tout le monde. C'est les parents, c'est la société, c'est les institutions, c'est les citoyens, c'est tout le monde. Donc il y a 3 étapes de prévention. Là, la phase initiale, prévention et comportement obstétrical, interruption médicale de grossesse. Vous savez que c'est interdit chez nous, dans notre réglementation. Même si on découvre donc une malformation chez un bébé, on n'est pas autorisé à interrompre la grossesse. Et la prévention, le meilleur traitement reste la prévention. La prévention, c'est de faire plusieurs échographies. Et nous insistons encore une fois sur l'acide folique à raison de 4 mg par jour. Bon, quelques suggestions sur les moyens de prévention. Administration systématique d'acide folique aux femmes en âge de procréation. Donc, conseil génétique pour les familles à risque quand il y a dans la fratrie un cas similaire. Le suivi échographique rigoureux des grossesses et traitement des infections survenant au cours des grossesses. Donc, encore une fois, prévention. Et on a mis dans l'ordre parents d'abord, praticien généraliste, gynéco-obstétricien, pédiatre, neurochirurgien, orthopédiste, urologue, éducateur, psychologue, etc. Je vous présentais des troubles orthopédiques chez le spina. Donc, en introduction, le spina bifida, comme a été signalé, c'est un dysgraphisme ou dysgraphisme spina, c'est une anomalie congénitale du développement du système nerveux et du rachis. Le myéloméningocèle est la forme la plus sévère de ces dysgraphismes et c'est un dysgraphisme plus sévère des dysgraphismes viables et de centres de conséquences multiples de type neurologique, orthopédique et viscéral. Elle nécessite une prise en charge multidisciplinaire faite de neurochirurgiens, de urologues, de médecins rééducateurs, des appareilleurs, des médecins orthopédiques et le pronostic de marche dépend du niveau lésionnel et la présence de troubles trophiques. Les conséquences sous-jacentes de la malformation, on a l'hydrocéphalie qui souvent nécessite une dérivation. Il y a la malformation d'Arnold-Chiari. Les conséquences sous-jacentes de la malformation dépendent du niveau lésionnel et donc du niveau neurologique. Il y a la paralysie sensitivo-motrice des membres inférieurs, l'installation des troubles orthopédiques souvent qui s'installent in utero et parfois après la naissance, la fragilité osseuse et les troubles vésico-sphinctériens. Les niveaux lésionnels, dans les niveaux dorsaux, ce sont les grandes paralysies flasques où la marche elle est souvent impensable, d'où la nécessité de la verticalisation. On fait recours à des grands appareils de marche, mais souvent l'avenir est au fauteuil roulant. Mais paradoxalement, on a peu de problèmes orthopédiques dans ce type.
Dans les niveaux lombaires hauts, on a le déséquilibre musculaire qui est très important et donc on aura entre les muscles fléchisseurs et les muscles abducteurs, donc on aura possibilité de flexion de hanche et d'éluxation. Le pronostic de marche il est réservé et souvent recours au fauteuil roulant. Dans le niveau lombaire bas, tous les problèmes orthopédiques s'installent surtout au niveau de la hanche. Pour les niveaux sacrés, la marche elle est possible. On fait recours à un appareillage court. Les problèmes orthopédiques sont localisés au niveau des pieds, mais ils sont gênés par les escarres et les maux perforants. Le membre supérieur peut être touché puisqu'on a des anomalies de la charnière cervico-occipitale, les troubles cérébelleux, dégénérescence de la moelle cervicale, un dysfonctionnement de la valve, et c'est l'atteinte de ces membres donc vont conditionner le mode de déplacement, le transfert et le type d'appareillage. Les différents troubles orthopédiques, du fait qu'il y a un déséquilibre entre les muscles extenseurs, fléchisseurs, abducteurs et adducteurs, on a un déséquilibre. Donc ce déséquilibre musculaire peut engendrer des luxations unilatérales ou bilatérales qui aura donc se voit dans les spinales lombaires. La fréquence des luxations, donc c'est le plus fréquent. Il faut préserver la symétrie et la flexion pour assurer la position assise. Ce déséquilibre va engendrer un bassin oblique qui aura un retentissement sur le rachis. On aura des scolioses qui vont s'installer. Les autres déformations, on a la kyphose lombaire, l'hyperlordose par un bassin antéversé du fait qu'il y a une rétraction des fléchisseurs des hanches. Le rachis, donc, on fait souvent recours donc à un appareillage type corset de gâchoire ou type corset antifondrement, ou bien la chirurgie. Au niveau du genou, c'est les fléchissants qui sont les plus fréquents. Les raideurs en extension sont rares, qui vont gêner la position assise au fauteuil roulant. Les pathologies retenues sont l'apanage de l'enfant marchand. Donc, il faut maintenir la flexion pour assurer la station assise. L'extension, elle est nécessaire pour l'appareillage et la verticalisation. Au niveau du pied, toutes les déformations peuvent se voir. Le pied bovarus équin, des pieds talus, des équins, des pieds plats, des pieds creux, des pieds convexes, des troubles au niveau des orteils, et sans oublier les troubles trophiques qui viennent gêner le chaussage. Les autres pathologies du membre inférieur, ce sont les troubles torsionnels, surtout au niveau du tibia. La kinésithérapie prend toute sa place, donc elle permet donc de lutter contre ces rétractions, donc par des mobilisations précoces, un entretien musculaire, prévention des complications cutanées et la prévention de la fragilité osseuse, d'où l'intérêt de la verticalisation qui prend donc il y a un très grand intérêt pour assurer, pour éviter la fragilité osseuse. L'appareillage, il est en fonction du niveau lésionnel, il est parfois difficile, il est spécialisé. Le renouvellement, il est fréquent du fait qu'il y a la croissance de l'enfant. Le coût, parce qu'il est évolutif, donc la croissance, donc à chaque âge, des fois on fait recours à un appareillage qu'il faut le renouveler. L'adaptation cutanée, et donc, elle est limitée par l'âge, parce que les enfants à un âge adolescent, ils abandonnent des fois les appareillages. Donc, les déformations orthopédiques s'installent et parfois s'aggravent malgré le bon conditionnement orthopédique, d'où l'intérêt d'une prise en charge précoce dans un but d'établir un profil de développement qui se rapproche le plus de la normale, améliorer la qualité de vie de ces enfants et surtout favoriser leur intégration sociale et scolaire. Je vous remercie.